Ce matin, je me suis réveillée en me disant que Ciné Cadeau, c'était peut-être pas universel, puis je devrais peut-être dire pour les gens, c'était quoi. Je crois que quand même la majorité des gens doivent le savoir. C'est une programmation télévisuelle programmée depuis 1982 à Télé-Québec, qui est la télévision nationale québécoise. Ça se joue 3 semaines, de 2 à 3 semaines, dépendant des années, durant le temps des fêtes. Donc, je n'ai jamais été une grande fan de Ciné Cadeau, ni même de Noël. Je suis née au milieu du temps des fêtes et les réunions familiales me renvoyaient enfant à mon insignifiance parmi le fatras des emballages et de la nourriture grasse. J'ai bien sûr, comme la majorité d'entre vous, syntonisé, à un moment ou à un autre, la chaîne nationale pour voir apparaître sur le téléviseur le visage d'Astérix ou de Snoopy. Mais mon intérêt pour Ciné Cadeau n'a jamais dépassé celui que je manifestais, par exemple, pour Bulldog Bazar. Jusqu'à il y a 3 ans, je n'avais qu'une mince idée de la programmation cinécadienne, mais je pouvais chanter, sans trop me tromper, le beau Andy et parce que c'est en métal. C'est à la fin de l'automne 2013, alors que j'étudiais à l'université Grenoble 3 Stendhal en France, qu'est apparu mon intérêt pour Ciné Cadeau. Je voyageais depuis déjà 7 mois avec une amie lorsque la traditionnelle folie cinécadienne a débuté sur les réseaux sociaux. Tous nos amis en parlaient, partageaient la programmation, se remémoraient leurs meilleurs souvenirs, et nous nous sommes sentis loin de chez nous. Fouiller les méandres d'Internet et notre mémoire à la recherche de fragments cinécadiens nous a semblé, à ce moment-là, la meilleure façon de revenir à la maison. Je constatais alors l'importance symbolique qu'avait pour moi une programmation que j'avais pourtant à peine écoutée. Traquant les moindres références à Ciné Cadeau, je réalisais aussi l'envergure du phénomène. Néanmoins, je ne trouvais aucune étude sur le sujet. J'ai décidé d'inaugurer, rien de moins, les Ciné Cadeau Studies et créer un sondage auquel 212 personnes ont répondu. Je n'ai bien sûr aucune prétention scientifique, laissant l'art très compliqué des sondages et des statistiques à d'autres, notamment à Samuel Archibald. Je me servirai plutôt de ces réponses augmentées de trouvailles archivistiques dénichées à la BANQ dans les cahiers télé de la presse et dans les TV hebdo, de publications de blogs et d'articles de journaux, comme premier repère, d'abord pour esquisser la place que tient Ciné Cadeau dans l'imaginaire québécois, ensuite pour mettre en lumière la relation qu'entretiennent les fans cinécadiens à Ciné Cadeau. Si Radio-Québec diffuse dès 1981 certains films cinécadiens emblématiques, ce festival de métrages pour enfants ne sera nommé Ciné Cadeau que l'année suivante. À cette époque, soulignait Marcel Lefebvre, responsable des acquisitions de films pour enfants à l'autre télévision, le fait de projeter en rafale 16 longs métrages de dessins animés sur une période de 16 jours était une expérience unique en télévision. Le transfert fait que c'est vraiment bizarre, mon PowerPoint, mais il n'est pas très utile. Ciné Cadeau s'est imposé d'emblée comme une programmation culte par la singularité de son contenu. Certains films tels que La Clé d'or, Le Lac des Cygnes et Le Prince Néza triomphe du roi dragon étaient présentés en primeur et contrastaient, on va se le dire, avec les films de Disney. Alors que les VHS commençaient tout juste à être popularisés, ils demeuraient somme toute dispendieux et la télévision restait le meilleur moyen pour consommer facilement des productions cinématographiques à la maison. Dès la première année, des rubriques ne cessent de souligner le caractère incontournable de Ciné Cadeau. S'ajoute à cette promotion indirecte de larges espaces publicitaires annonçant certains titres clés de la programmation que paie Radio-Québec pour s'assurer de son succès. Les années suivantes, des chroniques fleuriront dans les différents périodiques dédiés à la télévision québécoise. Leurs auteurs y allant chacun à leur tour d'un « petits et grands seront heureux d'apprendre que Radio-Québec ramènera son traditionnel Ciné Cadeau où les jeunes pourront suivre les aventures de leurs héros préférés. » Est systématiquement mise de l'avant la place privilégiée qu'occupent les enfants dans une programmation télévisuelle en une période de l'année qui devrait leur être dédiée. Les films cinécadiens rejoignent toutefois aussi les adultes, certains semblant même plus adaptés à ce public en raison de la complexité de leur scénario, comme d'ailleurs Le Prince Néza triomphe du roi dragon. Ce moment réservé aux enfants devient donc rapidement un moment en famille où tous prennent l'habitude de syntoniser Radio-Québec pour découvrir une panoplie de longs métrages animés issus de différentes cultures. Alors que sur 33 stations de télévision, Télé-Québec ne récolte aujourd'hui en moyenne que 2,7 % de l'écoute télévisuelle, la présentation des 12 travaux d'Astérix dans le cadre de Ciné Cadeau a retenu l'attention de 624 000 téléspectateurs en 2012. Seule la diffusion des festivités de la Saint-Jean-Baptiste à la même chaîne obtient une cote d'écoute similaire. On remarque un tel engouement pour cette programmation que Télé-Québec a profité de cette période de popularité pour promouvoir son entrée sur les réseaux sociaux. Selon un rapport annuel émis par la chaîne de télévision, 82 % des jeunes francophones âgés de 2 à 11 ans auraient syntonisé Télé-Québec au moins une fois pour l'occasion chaque année. On saisit facilement que la singularité de la programmation de Ciné Cadeau, combinée à la rareté de sa diffusion, ait attiré un aussi grand bassin de téléspectateurs durant les années 80 et 90.
Peut-être est-ce cependant plus difficile de comprendre pourquoi cette popularité persiste encore aujourd'hui, alors que les modes de diffusion cinématographique se sont multipliés et que des films comme Les 12 travaux d'Astérix peuvent même être achetés en pharmacie. Selon Yves Citon, qui se base lui-même sur les théories du capitalisme mental, le seul fait de regarder un objet constitue un travail qui accroît la valeur de cet objet. En prêtant attention à un objet, on le rend distinctif. On indique aux personnes de notre entourage qu'il vaille la peine d'y investir son énergie. L'attention humaine, souligne encore Yves Citon, tend à se porter vers les objets dont elle reconnaît les formes, sous l'impulsion de la direction prise par les intentions environnantes. Donc, comme dit Yves Citon, l'attention humaine tend à se porter vers les objets dont elle reconnaît les formes, sous l'impulsion de la direction prise par les intentions environnantes. C'est qu'à travers les années, l'attention des téléspectateurs a été durablement fidélisée, imbriquée dans des actes rituels, et cet emmagasinement de l'attention génère encore aujourd'hui un profit attentionnel. Heureux de leur tradition de Noël, les parents continuent d'écouter Ciné-Cadeau et font de leurs enfants ces téléspectateurs de demain. Sur les 192 personnes à avoir écouté Ciné-Cadeau, toutes, sans exception, affirment passer cette tradition à la génération suivante. Certains vont jusqu'à dire qu'il n'y a pas de fête sans Ciné-Cadeau. La programmation de Télé-Québec devient un marqueur temporel qui annonce les congés, participant aux préparatifs du temps des fêtes. Quelques jours avant Noël, on monte le sapin, on construit un fort de neige et on écoute Ciné-Cadeau en famille. On l'a tant assimilé à la culture québécoise que la très grande majorité des personnes à qui j'ai demandé le moment où elles se souviennent avoir découvert cette programmation me répondent qu'elles la connaissent depuis toujours. La télévision, bien avant Ciné-Cadeau, était placée au centre des rituels de Noël. Déjà, la retransmission en direct de la messe de minuit avait permis aux familles de vivre un sentiment de communion en restant chacune isolée dans la chaleur de son salon. Mais Ciné-Cadeau permet cette communion en dehors du religieux, à une époque où on cherche à se détacher de l'institution chrétienne et où l'identité québécoise s'ouvre timidement au multiculturalisme. Certes, certains des gestes cinécadiens prescrits s'apparentent à la cérémonie religieuse. Tous en chœur, par exemple, nous répétons les répliques des 12 travaux d'Astérix comme s'il s'agissait d'une prière que l'on se transmet de génération en génération. Les classiques cinécadiens se doivent d'être connus par cœur. C'est le signe par lequel on reconnaît les habitués. La campagne publicitaire 2012 présentait d'ailleurs des animateurs de Télé-Québec récitant, pleins d'émotions, des répliques de Tintin, d'Astérix et de Lucky Luke. L'exactitude de leur mémorisation était confirmée par la voix des personnages imités, qui poursuivaient là où les animateurs s'arrêtaient. 1000 milliards de 1000 sabords de tonnerre de Brest! Tintin, le miroir se fendit. Tonnerre de Brest, je ne suis quand même pas affreux à ce point. Ciné-Cadeau, 3 rendez-vous par jour à Télé-Québec. Donc, il y avait une série de publicités comme celle-là où chacun y allait de leur réplique préférée, si on veut. Cette série de vidéos, en plus de promouvoir la programmation, venait séparer les érudits des novices, entre ceux qui connaissent et ceux qui ignorent leurs classiques du temps des fêtes. Si Ciné-Cadeau garde un caractère sacré, avec Noël, il semble difficile d'y échapper. Les rituels cinécadiens se traduisent surtout en soirées passées en famille, assis sur le divan, les pieds chaussés de pantoufles chaudes. La programmation s'inscrit dans un mouvement de réinterprétation des traditions où la télévision se propose comme un nouveau lieu de reconnaissance culturelle. En 1989, dans un concours animé par Fanny Lausier, Luc Durand explique aux enfants que l'imaginaire de Noël varie de pays en pays selon les croyances locales. Jusqu'à la moitié des années 1990, près du tiers des films présentés à Ciné-Cadeau étaient originaires de pays asiatiques et ne promouvaient par conséquent ni la culture occidentale ni la religion chrétienne. Mais par leur passage à Ciné-Cadeau, ceux-ci s'inscrivaient dans un bassin culturel québécois commun. Des publics dispersés géographiquement et culturellement se sont retrouvés réunis grâce à la télévision dans la conscience d'assister simultanément au même événement. Comme le note Michel Guerd, notre présence devant l'événement télévisuel est réunion et participation. La télévision nous réunit sur une place publique où nous nous retrouvons pour nous rencontrer, pour être ensemble, pour partager. Le rôle de la télévision est essentiellement relationnel. Elle ne se charge pas seulement de relayer des contenus conçus par une minorité de large communauté. Elle aménage des espaces communs de discussion dans ces communautés. Dominique Boulier, dans son article « La fabrique de l'opinion publique dans les conversations télé », a entrepris une étude ethnosociologique pour comprendre l'influence de la télévision dans nos modes de sociabilité. Il y étudie différentes conversations télé en milieu de travail et conclut que celle-ci... on voit absolument rien, hein, c'est vraiment beau. Et conclut que c'est... je peux même fermer mon... Et il conclut que
Celles-ci permettent de socialiser des expériences personnelles et télévisuelles et de faire vivre ces expériences par procuration. Il ne s'agit pas seulement de diffusion d'un savoir, d'une information, d'une rumeur, mais de participation collective pour la reprise d'une expérience particulière. Son étude montre ainsi que la conversation télé ne vise pas à éviter qu'un silence malaisé s'installe entre des collègues ayant très peu d'affinité. Elle sert plutôt d'embrayeur pour consolider les références communes et réinterpréter l'expérience individuelle à la lumière d'expériences collectives. Cette productivité énonciative est d'ailleurs, pour John Fiske, une opération primordiale dans l'activité de fan, puisqu'elle assure sa participation en tant qu'acteur de la communauté. Mentionner Ciné-Cadeau, c'est ouvrir une boîte de Pandore, remplie de connaissances cinématographiques et de souvenirs d'enfance. C'est aussi une occasion pour comprendre collectivement un rituel vécu individuellement, chacun, en famille, chez soi. Ciné-Cadeau est une expérience fondatrice pour plusieurs, qui rapporteront des événements télévisuels ultérieurs. À cet effet, Jean-Thomas Jobin, commentant sur Facebook l'imminent passage de l'humoriste web Julien Bernatchez à l'émission Un souper presque parfait, écrit « Julien Bernatchez est un souper presque parfait toute la semaine. C'est comme mon ciné-cadeau ben d'avance. J'anticipe que son repas de demain sera un pur désastre et ça va me rendre profondément heureux. » Rebelote pour Guilla Saint-Cyr lorsqu'il affirme « Cadeau Bleu Nuit était son ciné-cadeau du samedi ». Ciné-Cadeau devient une référence où convergent des vécus singuliers. Elle vient signifier des affects que l'on peut ensuite associer à d'autres objets culturels. Parce que la programmation est d'abord et avant tout chargée d'affects par ceux qui en sont fans. Une communauté de fans se comprend justement à la lumière de l'implication émotionnelle qu'investit un sujet dans un objet culturel, une série télévisée, un livre, une célébrité, etc. Puis qu'il partage socialement avec d'autres membres de sa communauté. Comme le souligne Henry Jenkins, désolé pour mon accent, fan reception cannot and does not exist in isolation, but is always shaped through input from other fans. L'investissement du sujet n'est ni maladif ni infantile. Au contraire, il s'allie à une forte productivité sémiotique puisque le sujet, en plus d'accumuler du savoir et de fournir une série d'interprétations portant sur l'objet culturel aimé, produit des discours et des récits pour le prolonger. Les fans de Ciné-Cadeau se distinguent toutefois des autres en ce qu'il ne s'agit pas de fans d'Astérix ou de Tintin ou encore d'obscurs films japonais, bien qu'ils apprécient l'un ou l'autre de ces métrages animés. La programmation cinécadienne varie d'année en année malgré certains classiques. Leur intérêt ne s'arrête pas à une production culturelle définie, mais est dirigé, comme nous l'avons vu, à la fois vers des productions culturelles variées et un mode d'écoute ritualisé. On aura compris, je l'espère, comment au fil du temps, Ciné-Cadeau s'est, pour une large communauté, chargé d'affect et a reposé dès ses balbutiements sur une culture participative, notamment à travers une série de concours. Tout était mis en place pour qu'on se sente rassemblés autour de l'événement télévisuel et qu'on veuille en discuter. Comme les fans de séries télé que Henry Jenkins analyse, les fans cinécadiens échangeaient à l'époque des enregistrements VHS illégaux de leurs films préférés. Il est primordial pour les fans de partager les contenus aimés avec d'autres, ou encore de les rendre accessibles à ceux qui n'ont malheureusement pas accès à la télévision à ce moment privilégié de l'année. Une femme témoigne même avoir reçu par la poste, jusqu'à la fin de l'adolescence, des cassettes enregistrées de films cinécadiens par sa grand-mère alors qu'elle vivait aux États-Unis. Si certains fans affirment ne vouloir écouter les productions cinécadiennes que durant la période prescrite, pour ne pas déroger au rituel, ces enregistrements permettaient aussi à certains de leurs possesseurs de revivre à d'autres moments de l'année les émotions associées au temps des fêtes. On témoigne qu'en effet, réécouter ces films en saison estivale, par exemple, ne déliait pas ces productions de leur caractère cinécadien. En 2016, ces artefacts sont devenus d'une richesse inestimable pour les fans, puisqu'ils sont le seul moyen par lequel ceux-ci peuvent réécouter certains des vieux films élagués de la programmation, qui demeurent en version française introuvables en DVD, en Blu-ray ou sur Internet. Ils ont cependant, pour la plupart, été égarés ou détruits et sont difficiles à trouver. Réunir la collection complète des films cinécadiens s'avère une aventure ardue. Des demandes sont pourtant faites année après année à Télé-Québec pour que soient rediffusés Peter le chat sans queue, Le Lac des Cygnes, Les Cygnes sauvages, Le bateau volant et Le roi et l'oiseau. Mais seuls les classiques Astérix et autres Tintins font retour. Les programmateurs avancent le passage à la haute définition comme raison pour justifier leur décision. Ils mettent de l'avant les développements technologiques en matière de production et de diffusion pour se permettre d'effacer de la programmation des films qui l'ont pourtant rendu mythique. Cette volonté de vouloir aller de l'avant me semble ironique lorsqu'on considère que Télé-Québec capitalise justement sur le maintien du passé de ses traditions en offrant les meilleures plages horaires aux classiques maintes fois diffusés, affirmant se servir de leur caractère ritualisé pour emmener les téléspectateurs à découvrir par la bande de nouvelles productions cinématographiques. Lucie Léger, directrice des programmes Jeunesse et Famille à Télé-Québec en 2012, décrit, je cite, « l'esprit du ciné-cadeau comme un moment de détente en famille.
c'est aussi la nostalgie, l'enfance retrouvée. Pourtant, l'ancien programmateur de Ciné-Cadeau, Gabriel Anctil, en réponse aux demandes de rediffusion, persiste à dire sur les ondes d'ici Radio-Canada que ceux qui sont attachés à ces films aux couleurs un peu fades sont, je cite, des trentenaires qui ne veulent pas vieillir. Ce commentaire, en plus de témoigner d'un grand mépris pour les qualités cinématographiques de ces films, vient diviser injurieusement les fans cinécadiens en deux catégories. Il y a d'un côté les fans qui sont attachés aux bons classiques. Ceux-ci s'intéressent à des films intergénérationnels dont les caractéristiques correspondent encore au goût contemporain. Il est alors acceptable de les connaître par cœur puisqu'ils sont au fondement du rituel cinécadien. Il y a, de l'autre, des fans aliénés qui vivent dans un passé révolu, incapables de vieillir. Leur nostalgie est infantile puisque les films auxquels ils sont attachés sont dépassés d'un point de vue technologique. Pourtant, Netflix a d'ores et déjà démontré la popularité de contenus considérés vintage en proposant sur nos télévisions panoramiques HD l'image carrée et pixelisée, notamment de Gilmore Girls. Si parfois la nostalgie pousse le téléspectateur à démarrer le premier épisode de la série, ce sont ses qualités télévisuelles et scénaristiques qui l'amènent à terminer ses 7 saisons. Autrement dit, on ne garde pas un bon souvenir de productions culturelles uniquement parce qu'on les a consommées plus jeunes. Essentiellement, on y est souvent attaché pour la valeur de leur contenu. Paradoxalement, ça aura été grâce aux nouvelles technologies et aux réseaux sociaux que cette deuxième catégorie de fans a réussi à reconstituer, du moins en partie, la collection cinécadienne des années 80 et 90. À l'hiver dernier, Simon Puelge, collectionneur de VHS et fan cinécadien, a lancé le blog Souvenirs de Ciné-Cadeau, où il propose en streaming les films cinécadiens qu'il a dénichés. Il met continuellement à jour la liste des films manquants, appelant la communauté de fans à s'organiser pour les retrouver. C'est de façon très old school que ces fans se sont lancés dans des fouilles archéologiques, cherchant chez leurs parents ou dans des brocantes des copies VHS d'enregistrements cinécadiens. Si ce sont les nouvelles technologies qui ont rendu ce partage possible, ou du moins plus efficace, le mode de diffusion des copies piratées conserve les traits de leur époque et s'apparente à une distribution sous le manteau. Comme Ciné-Cadeau n'est pas un contenu distinct, mais un mode de diffusion, il apparaît que pour reconstituer l'objet cinécadien, il faille en respecter la forme. Les films étaient diffusés sur le blog à raison d'1 à 3 nouvelles productions par jour, et les partages ont pris fin en même temps que la programmation officielle de Télé-Québec, promettant un retour l'année suivante. Plus encore, au lieu de privilégier un mode de diffusion, par exemple par fichier torrent, qui permettrait à tous de télécharger les contenus cinécadiens en n'importe quel moment, les échanges se sont faits plus intimes. Lorsque, pour des raisons de droit d'auteur, les films ne pouvaient pas se retrouver sur YouTube ou sur Dailymotion, on les rendait disponibles en téléchargement sur le site WeTransfer, restreignant ainsi la période de téléchargement à quelques jours. En cela, le possesseur du VHS mère conserve sa légitimité au sein de la communauté de fans et les contenus cinécadiens ne sont pas partagés en dehors de celle-ci. Ainsi, on peut apprécier Le Roi et l'Oiseau et Astérix et Cléopâtre indépendamment de Ciné-Cadeau. Mais pour que ces films aient une valeur cinécadienne, il faut qu'ils soient consommés en fonction d'une série de gestes rituels propres à Ciné-Cadeau. La programmation de Télé-Québec est partie prenante des traditions de Noël québécoises, soit d'un passé que l'on se permet une fois l'an de restituer. En règle générale, on ne consomme plus la télévision de la même manière depuis l'avènement du numérique. Une déclaration comme celle de Gabriel Anctil, qui insulte les fans attachés au vieux contenu cinécadien, relève de l'absurde, puisque Ciné-Cadeau est en soi un archaïsme, qu'on continue d'aimer en tant que rituel du temps des fêtes. Bien sûr, les productions cinécadiennes sont intéressantes d'un point de vue cinématographique, et c'est pour cette raison que la programmation a connu son succès initial. Mais c'est nécessairement par nostalgie et par respect des traditions de Noël que les générations futures, dont la nôtre, qui n'écouteront plus la télévision de cette façon, continueront à syntoniser Télé-Québec entre décembre et janvier. Si une communauté de fans s'attache encore à Ciné-Cadeau, c'est par envie de répéter une formule et les répliques de nos grands classiques que l'on connaît par cœur, de perpétuer une tradition télévisuelle fondatrice, en démontre le mode de diffusion du blog Souvenirs de Ciné-Cadeau et les réactions qu'il a suscitées, où certains clament que Noël leur a été restitué. Puis pour finir, et le plaisir, je vais vous montrer l'introduction en 1985. C'est le temps de l'hiver, c'est le temps des flocons. C'est le temps de l'hiver, c'est le temps des cadeaux. C'est le temps de l'hiver, c'est le temps des flocons. Attention les jeunes, Julien vous présente ses meilleurs copains du zoo. Bonjour mes amis, laissez-moi vous présenter Fiston.
Ce beau petit minou est né ici même, au-dessus de Granby. Il adore la viande hachée et la nourriture sèche pour chat. Et quand il est content, il ronronne. En voyant Fiston, j'ai cru que c'était un léopard. Mais je me trompais. Fiston, c'est un jaguar. J'aurais dû en parler avec le savant Panoramix, mais je n'ai pas réussi à le rejoindre. Il prépare son voyage en Égypte. Radio-Québec, en collaboration avec les restaurants McDonald's, vous présente le Ciné Cadeau.